Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la télé du Salon, ici à Montreuil. Vous regardez le Social Club, c'est l'émission où on place la littérature jeunesse en plein cœur de la société. Et la directrice du Salon, Sylvie Vassallo, est avec moi pour en parler. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment se passe la deuxième journée ? Elle se passe très bien. En ce moment, il y a des milliers d'enfants, de collégiens qui viennent du département et de toute l'Île-de-France qui sont en train de visiter le salon, d'acheter des livres. On voit la queue dans les allées et également de participer au festival littéraire qui est ici, donc de rencontrer des autrices et des auteurs, de visiter les expositions. Donc c'est super, c'est plein de vitalité. Sylvie, aujourd'hui, on parle d'adaptation. La littérature jeunesse et le cinéma entretiennent des liens très forts qu'on connaît notamment avec des sagas à succès planétaire. Notre émission aujourd'hui, elle s'appelle « Adapter ou dénaturer ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? En fait, quand on parle d'adaptation de livres de jeunesse au cinéma ou en série, en jeux vidéo, on parle de deux grandes industries culturelles qui concernent les enfants et les jeunes. Et ces industries culturelles ont un lien très complexe, très complice et de plus en plus poussé. On peut aller du livre au film ou on peut aller du film au livre, ça marche dans les deux sens. Ça donne aussi beaucoup de durée aux séries qui sont écrites en littérature de jeunesse, qui vont au cinéma, qui retournent en littérature. Donc c'est vraiment un mouvement intéressant à étudier de près. On s'intéresse bien sûr à cette question au plan économique parce que derrière il y a des éditeurs et il y a des producteurs qui s'entraînent les uns les autres et qui se rencontrent. Et ils se rencontrent ici avec une grande initiative qui s'appelle Shoot the Book, organisée par la Self. Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue, mais c'est intéressant aussi de fouiller le rapport créatif et artistique qu'il y a entre ces deux mondes. Il y a des grands points communs, les héros, les héroïnes, l'imaginaire, et on se demande comment respecter l'œuvre originale, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, quand on écrit pour du livre papier ou quand on écrit pour du cinéma ou pour une série ou pour du jeu vidéo, c'est pas du tout la même chose. Donc on peut pas juste translater l'un dans l'autre. Il faut absolument adapter, mais adapter comment et avec quels artistes, quel type d'écriture. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Merci Sylvie. Et tu es venue avec un chiffre du jour, lequel ? Alors j'espère ne pas m'être trompée parce qu'il y a des spécialistes derrière moi, mais elles répareront si je m'étais trompée. C'est 27, comme 27%. 27% des œuvres audiovisuelles qui sont issues du livre viennent de la littérature de jeunesse. Merci beaucoup Sylvie. Je te retrouve demain, Merci, même demain. endroit. À demain. Et tout de suite, on retrouve nos invités du jour. Je suis désormais avec nos invités du jour. Elles connaissent très bien l'envers du décor d'une adaptation, d'un livre en série, en film, en jeu vidéo, ou bien parfois l'inverse. Je vous présente tout d'abord Emeline Chetara. Vous êtes responsable du programme Shoot the Book à la Société civile de l'édition littéraire française, la SELF, qui est partenaire du Salon. Shoot the Book, c'est un programme qui permet aux professionnels du monde de l'édition et de l'audiovisuel de se rencontrer. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, Emeline, est-ce que vous avez vécu un moment marquant en lien avec une adaptation que vous avez consommée, découvert ? Alors oui, je dois dire que si je pense à mon enfance, je pense plutôt au livre qu'au cinéma ou à l'audiovisuel. Il s'avère que j'ai été une grande lectrice de Tommy Ungerer. Et j'ai en tête une adaptation pour moi qui était assez marquante. C'est l'adaptation des Trois Brigands. Ce n'est pas une adaptation récente et on parle d'œuvres classiques, mais j'ai lu Tommy Ungerer très jeune et j'ai redécouvert, je dirais à l'âge adulte, enfin jeune adulte, young adulte comme on dit dans l'édition, j'ai redécouvert Les Trois Brigands et on avait une adaptation qui en même temps répondait aux critères de la création, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un nouveau regard sur l'œuvre tout en retrouvant tout l'univers visuel magnifique de Tommy Ungerer. Merci Emeline. Je me tourne vers Aurélie Angebeu. Vous êtes productrice chez Vivement Lundi, un studio d'animation qui fait des séries et des films. D'où vous viennent vos envies d'adaptation ? Comment vous trouvez l'inspiration ? Alors,
Au départ, à Vivement Lundi, on est plutôt sur de la création originale. Et c'est vrai que c'est des univers qu'on développe nous-mêmes. Et l'adaptation est venue finalement, je dirais, dans les partages de littérature que j'ai pu avoir avec ma fille. Ou que chacun des producteurs de Vivement Lundi a pu avoir avec ses enfants. Et je pense notamment à l'une d'entre elles, qui est toujours en cours d'adaptation chez nous. C'est le Quatuor à cornes, de Yves Cotten, édité chez Cobb Brace. Et cette adaptation, on en a fait des 26 minutes, des spéciaux télé, des courts-métrages qui sont sortis en salle. Il y a eu 2 programmes. Et aujourd'hui, on développe le long-métrage. Donc c'est comme une grande aventure finalement. Et au départ, c'est le partage d'un univers, d'une écriture, de la rencontre de personnages avec ma fille le soir en la couchant. Voilà, la lecture du soir nous a donné envie d'aller plus loin dans cette aventure, quoi. Merci beaucoup Aurélie. Je vous présente enfin Astrid Desbordes. Vous êtes autrice pour la jeunesse de séries comme Archibald, qui est illustrée par Pauline Martin chez Albin Michel Jeunesse. Et vous avez une autre casquette de directrice éditoriale du département Petite Enfance et Parentalité chez Nathan. Vous, Astrid, quelle adaptation vous avez marquée enfant ? Alors enfant, j'ai pas trop de souvenirs de regarder des dessins animés ou des films, mais par contre, quand j'étais avec mes enfants, je me rappelle avoir découvert Barbapapa avec eux. Alors déjà, j'adorais cette série de livres, je la trouvais super, écolo avant l'heure et ça. Et j'ai trouvé que la série animée était super, vraiment très vive, avec une super musique, les voix des personnages. Ça ne faisait qu'enrichir la série littéraire. Donc voilà, je pourrais vous citer surtout celle-là, quoi. Merci beaucoup. On a toutes et tous en tête des grandes adaptations de littérature jeunesse ces dernières années qui ont marqué le cinéma. Mais je me tourne vers Emeline. Ce phénomène d'adaptation de littérature jeunesse, il a quelle ampleur aujourd'hui et est-ce qu'il en prend de l'ampleur ? Alors oui, il prend de l'ampleur et surtout, je dirais que ces dernières années, on a vu un vrai mouvement des producteurs et du monde de l'audiovisuel vers le livre. Alors ce n'est pas nouveau, mais depuis une petite dizaine d'années, on a vraiment des chiffres significatifs qui nous montrent qu'aujourd'hui, l'édition jeunesse est un vivier d'histoire pour les producteurs, animation ou live action d'ailleurs. Il me semble que les chiffres qu'ont cités Sylvie Vassallo sont effectivement tout à fait justes et pertinents. On a, pour les préciser, 27% de taux d'adaptation sur le genre audiovisuel animation. Et ces chiffres sont basés sur une étude qui a été réalisée par le CNL en partenariat avec les CELF et le CNC. Et ça nous montre aujourd'hui que la jeunesse est le secteur où on retrouve le plus d'adaptations en France sur les genres audiovisuels, et notamment sur les coproductions françaises. Par ailleurs, d'autres chiffres sont assez intéressants. L'adaptation littéraire sur le segment littérature générale, c'est environ 60%. Ce qui vient juste après la littérature, c'est la jeunesse. Donc aujourd'hui, on est évidemment sur le secteur, je dirais, le plus porteur pour l'adaptation. Ça, c'est évident. Et quand on pense à l'adaptation, on a tendance à penser le livre vers le film. Et pourtant, ça va aussi dans les deux sens. Aurélie, vous en avez fait l'expérience en tant que productrice. Vous avez travaillé sur les 2 cas de figure. Qu'est-ce qui change quand on va du livre vers le film ou de la série vers le livre ? Qu'est-ce qui change dans le travail d'adaptation ? Alors, ça a été surtout pour moi l'occasion de découvrir vraiment concrètement le fait que le livre et l'audiovisuel, l'édition et l'audiovisuel, c'est 2 mondes qui se ressemblent, mais qui sont quand même très différents. Moi, j'ai toujours cru qu'en tant que productrice, je faisais le même travail qu'une éditrice. Mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il y a quand même des différences. On n'a pas le même rapport à l'œuvre. Et en fait, la différence, elle est vraiment liée au marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même marché, le financement ne se trouve pas au même endroit. Nous, on est en préfinancement quand le livre, on le fabrique et ensuite on va voir le marché. Alors que l'audiovisuel, c'est l'inverse. On anticipe sur la demande du marché qui préfinance pour qu'on fabrique et ensuite on livre le marché. Donc forcément, on n'aborde pas les œuvres de la même manière. Et c'est vrai que
C'est marrant parce que je me suis retrouvée, la série en question s'appelle Hashtag dans la toile. J'ai coécrit le concept et j'ai été directrice littéraire sur la série et tout, donc très impliquée quand même sur la création. Et quand on s'est retrouvé à faire l'adaptation en livre, eh ben, je me suis retrouvée comme des auteurs très attachés à certaines choses, sur des mots, à me dire non, en fait, nous, ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu faire avec cette série, c'est telle chose. Notamment, on ne voulait pas rendre effrayant le monde numérique, l'Internet au sens large, parce que c'est de ça dont parle la série. C'est un décryptage du fonctionnement de la toile d'Internet. Et l'idée, c'était de donner les clés, les outils aux enfants pour accéder à ce monde, le découvrir, voir toutes les possibilités du monde du web. Et donc, je me souviens que dans l'adaptation, c'était le même souhait au départ, donc il n'y avait pas de souci. Mais sur certains choix des mots, on était sur le choix de la peur, des craintes, des dangers d'Internet. Et je sais qu'on s'est battu là-dessus en disant attention, non, il ne faut pas effrayer les enfants et tout. Et on a eu des débats qui m'ont fait penser aussi, quand nous, en écriture de série, on partage, on échange avec l'auteur du livre. Et qui, lui aussi, cet auteur peut avoir des envies en disant non, mon personnage, il ne fait absolument pas ça. Ce n'est pas ça que j'ai voulu raconter dans mon histoire, à poser les limites. Et donc, c'était intéressant comme expérience, justement pour ça. C'est comme si je basculais de l'autre côté du miroir et je me rendais compte que des différences de savoir la position de chacun et les contraintes de chacun, surtout. Et vous avez aussi travaillé dans l'autre sens sur une série de livres qui s'appelle La famille zéro déchet et que vous avez passé en série. Elle a changé de nom. Quels autres éléments changent quand on réfléchit à transformer le livre en série? Là, vous nous avez dit il y a des questions qui se posent qui sont spécifiques au livre. Quelles questions spécifiques se posent quand on passe à la série avec l'exemple de Compostman et moi? Alors là, c'est une libre adaptation dans le sens où le livre au départ ce sont des guides, c'est aussi relater une expérience réelle, familiale. Nous, ce qui nous a tout de suite plu avec la productrice avec laquelle je travaille, Camille Cerceau, c'est l'état d'esprit du livre et notre objectif c'était transmettre les valeurs du livre dans ce même état d'esprit, mais sans doute pas tout à fait avec les mêmes moyens, dans le sens les mêmes outils narratifs. Et du coup, là où on s'est retrouvés, c'est-à-dire que nous, là où on a vu du potentiel pour notre marché de l'audiovisuel, c'est dans un des personnages du deuxième tome, c'est très précis, qui s'appelle Compostman. Et voilà. Et donc, l'adaptation est très libre dans le sens où il n'y avait pas d'histoire dans le livre, on les a toutes créées, etc. Mais je crois que quand même on a gardé cet état d'esprit. Il y a eu un long dialogue avec les auteurs aussi pour dire qu'on ne pouvait pas être un mode d'emploi comme eux si on voulait capter l'attention des enfants, les amuser et faire passer les messages. Donc oui, ça n'a pas été simple. Et on s'y est repris à plusieurs fois, pour que justement le monde de l'animation voit le potentiel que nous, on voyait dans cette adaptation. Avant de poursuivre la discussion avec Astrid Desbordes, qui a aussi fait l'expérience de réfléchir, en tout cas de voir son travail adapté, je voudrais qu'on regarde quelques images. C'est un extrait de l'adaptation de votre série Edmond et ses amis, qui est illustré par Marc Boutavant et qui est devenu Edmond et Lucie, réalisé par le studio d'animation Miam, diffusé entre autres sur France Télé. On en parle tout de suite après. On voit trop la cassure. J'aurais peut-être dû mettre moins de colle. Ça va peut-être disparaître en séchant. Si je le mets au soleil, il séchera plus vite. Oh là là, ça va être encore plus dur de cacher les cassures maintenant. Non, c'est à cause de cette guêpe. Elle voulait m'attaquer. Mais non, c'est une guêpe maçonne, une espèce solitaire et inoffensive. Edouard m'en a déjà montré. Ah, mais elle bricole quoi? Ben, elle construit son nid. Les guêpes maçonnes font leur nid avec du sable, de la terre ou de l'argile et... Oh,
Et si on fabriquait un bol en argile à Georges? D'accord, mais tu sais où trouver de l'argile, toi? Facile, on n'a qu'à suivre la guêpe. Enfin, dès qu'elle revient. Ah, la revoilà! C'est bon, elle repart! Arrête, on a besoin de cette guêpe. On est de retour sur le plateau du Social Club et bien sûr, je me tourne vers vous, Astrid Desbordes. Qu'est-ce que ça fait de voir son travail en images d'animation? Est-ce que ça vous plaît de voir cette adaptation? Oui, c'était une vraie réussite et c'est une vraie adaptation dans le sens où ça a pas mal évolué. D'ailleurs, vous l'avez dit au départ, enfin, moi, ma série, elle s'appelle Edmond et ses amis et c'est devenu Edmond et Lucie. Donc, il y a eu une vraie patte, un vrai apport et du réalisateur et de la productrice et de France Télé qui a produit, qui a diffusé. Donc, ça s'est vraiment enrichi, mais sans dénaturer du tout le sujet. J'ai vu que l'intitulé, c'était dénaturé. Pour moi, il y a une transformation, mais qu'on a éventuellement... Enfin, si on a perdu des choses de la série, on en a gagné dans l'audiovisuel. Enfin, il y a eu en plus, il y a eu un vrai échange. Ça, c'est vraiment une vraie intelligence, une vraie amitié avec l'équipe de la production. Mais c'est vrai que c'est super de voir après tout cet univers qu'on connaît, mais c'est vraiment un autre langage, en fait. Là, la musique, la 3D, toute la nature. Et puis, il y a un vrai concept qui... Moi, quand j'écris, ce qui m'intéresse, c'est les relations entre les personnages. Voilà. Puis j'avais campé ces personnages dans la clairière, dans la forêt, mais c'était un décor. Enfin, je m'intéresse. Voilà, j'en ai pas fait vraiment autre chose. Et là, c'est vrai que la volonté de Miam, c'était que le concept soit qu'à chaque épisode, l'enfant tire un enseignement de la nature autour de lui, ce qu'il peut y trouver, comment l'analyser. Voilà, là, on a eu un exemple. Et à chaque épisode, en fait, il y a un petit enseignement, sans être pédago, mais il y a un petit enseignement, comment ça fonctionne. Hein. Alors que moi, c'est vrai que dans mes albums, il n'y a pas du tout. Et non, en fait, je trouve que c'est vraiment... Moi j'étais... Alors, en plus, des copains auteurs que je ne citerai pas m'ont dit, tu vas voir, il y a beaucoup de trahison, il faut t'attendre à rien. Enfin, j'avais un discours très sombre sur l'adaptation. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'était vraiment... Moi, j'étais à bord de la Bible littéraire, donc j'y participais. Mais il y a eu un vrai respect de mon travail, évidemment des images de Marc Boutavant. Et non, ça s'est fait... Tout était vraiment c'était une super aventure. Donc la nature qui prend une dimension bien plus importante, c'est un nouveau pilier dans cette série et vous avez senti que ça l'enrichissait? Ah oui, ben, j'ai bien compris que c'était... En fait, moi, quand j'écris, même en littérature jeunesse, je trouve ce qui compte, c'est ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de... Moi, quand j'écris, il y a beaucoup n'importe quel album jeunesse, mais il y a beaucoup d'espace pour l'imaginaire. Voilà. Et dans une série animée, j'ai bien compris qu'il fallait que ce soit plus rempli, plus dense. Donc, il fallait un concept fort. Moi, mon héros, c'était le petit Edmond, le petit écureuil qui était avec sa bande de copains. Là, c'était plutôt France Télé où la production m'a dit non, il faut absolument un garçon et une fille au même niveau. Et puis, il faut qu'on sache qui est adulte, qui est enfant. C'est vraiment une question, moi, quand j'écris, que je me pose jamais. Enfin, moi, c'était une bande de copains dans la clairière. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est leurs interactions. On me dit non, c'est important, il faut qu'on sache qui est adulte, qui est enfant. Donc, on a ajouté une grand-mère, on a ajouté Lucie, qui n'existe pas dans les livres. Voilà. Mais tout ça, enfin, voilà, c'était pas du tout en tout cas, c'était en cohérence avec les albums. Et j'ai compris que c'était pas les mêmes attentes parce que de toute façon c'est pas le même usage parce que moi quand on écrit un album, quand on est autrice ou auteur jeunesse, je sais déjà qu'il y a deux destinataires. Il y a forcément l'adulte qui lit et l'enfant. J'imagine qu'un dessin animé, il y a souvent le parent, mais parfois l'enfant est tout seul aussi devant sa télé. Donc on ne peut pas avoir exactement le même message. Il n'y a pas forcément un adulte qui explique, qui répond à des questions et tout ça. Et puis, c'est pas le même rythme, il faut que ça aille plus vite, il y a de la musique, il n'y a pas de temps mort, quoi. Alors, je trouve qu'il y a des respirations dans la littérature jeunesse qui sont bienvenues. Et puis, il y a pas... Voilà, pareil, dans un album, il y a un narrateur, donc c'est une autre langue, c'est la langue du récit. Là, c'est que des dialogues, donc ça va vite. Enfin, c'est pas la même chose, c'est vraiment une autre langue, un autre rythme. Et en tout cas, quand je le vois maintenant, quand je vois les épisodes, je trouve que c'est super réussi. Aurélie, je vous vois beaucoup réagir. Le regard de la productrice sur cette adaptation... C'est quoi qu'est-ce que ça vous dit, ces langues différentes dont parle Astrid?
Oui, je réagis beaucoup parce que et je vois qu'Astrid a très bien entendu justement les attentes du diffuseur qui lui ne perd jamais de vue l'enfant qui va être devant la télévision, souvent seul. C'est vrai, donc personne personne pour qui répondre, qui pourra répondre à ces questions. Et avec ce rapport à la télévision aussi l'enfant peut se dire que ce qui se passe à la télévision, c'est réel et je peux le reproduire. Ce qui n'arrive pas dans un livre, enfin je crois pas, c'est moins évident comme ça. Donc avec beaucoup d'interdits à la télévision, qu'il n'y a pas dans le livre, beaucoup moins, je crois, en tout cas dans la littérature jeunesse. Et rien que ça, ça demande une forte adaptation. Et ce que j'entends aussi, c'est la capacité à reconnaître que c'est un autre travail. Et de la même façon... De toute façon, je savais que si je voulais que ce soit copié-collé à mon travail, ça c'était pas adapté, ça verrait pas le jour. Et je trouvais que l'aventure était intéressante. Donc, et puis encore une fois, peut-être il y a un moment où je suis intervenue parce que voilà, l'idée c'était que il y a un ours dans la série qui s'appelle l'ours Édouard, qui est un gros ours, et puis il y a le petit Edmond. Et donc, est-ce que ça pourrait devenir le père d'Edmond l'écureuil? Alors là, j'ai quand même dit non, s'il vous plaît. Là, je trouve que ça ne va pas avec ma série, c'est un peu incohérent. Donc là, j'ai mis un petit veto, qui a tout de suite été entendu. Enfin, c'était un non-problème. Mais c'est vrai que, en fait, je les écoutais avec intérêt en disant, ah oui, c'est vrai qu'il faut que l'enfant, devant sa télé, reconnaisse une figure adulte, qui ait ses copains, que tout ça soit beaucoup plus structuré. Effectivement, je pense qu'il y a une plus grande liberté quand même en littérature jeunesse. Parce que l'éditeur intervient moins, parce que voilà, c'est pas le même format. Mais c'est vraiment une transformation, quoi. Mais c'est pas une trahison du tout. Enfin, pas de ce que j'ai vécu, en tout cas. On parle des va-et-vient, des échanges entre le monde du livre et le monde de l'audiovisuel. Vous, Emeline, vous êtes entre ces deux mondes. Alors, est-ce que ces échanges vont de soi ? Alors, je dirais que non, pour être tout à fait honnête. Je pense que ces échanges ne vont pas de soi. Bien évidemment, on parle dans tous les cas de création. Donc, on a des talents aussi qui se rencontrent pour travailler ensemble, mais on ne parle pas le même langage. C'est un mot qui revient beaucoup depuis le début de l'émission. La réalité très concrète est que les éditeurs, aujourd'hui, je vais plutôt parler côté édition. Alors, je suis effectivement à la jonction de ces mondes, mais la Société civile des éditeurs de langue française représente collectivement les éditeurs sur les questions d'adaptation. Il s'avère qu'on a aujourd'hui, nous, 380 éditeurs membres. Sur ces 380 éditeurs membres, on a, je dirais, 40 éditeurs, 40 structures d'édition qui pratiquent régulièrement l'adaptation. Donc, qui se sont professionnalisés aussi au fil des années, qui ont créé des services dédiés au sein de leur maison et donc qui ont une approche très professionnelle aussi de l'adaptation. Mais la majorité des éditeurs aujourd'hui ne connaissent pas les producteurs. Ça ne les empêche pas d'être consommateurs de produits audiovisuels, mais ne connaissent pas les producteurs et ne savent pas comment les aborder. Donc déjà, cette première approche, c'est comment on permet cette rencontre. C'est un peu l'idée de Shoot the Book, effectivement, aujourd'hui. C'est la mise en relation entre deux milieux et deux industries. Alors c'est un programme Shoot the Book qui a lieu dans plusieurs grands moments de l'audiovisuel, dans des festivals de cinéma tout au long de l'année. Et pour la deuxième année consécutive, la Self organise un Shoot the Book spécial jeunesse ici au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. Alors comment ça se passe ? Comment on réfléchit quand on réfléchit à de l'adaptation de livres jeunesse ? Qu'est-ce qui se passe entre les éditeurs et les producteurs ici, Emeline ? Alors effectivement, la particularité, vous l'avez dit, de Shoot the Book, plutôt plus que sa particularité, son ADN, c'est de prendre place au sein de festivals de cinéma. On va à la rencontre des professionnels de l'audiovisuel. Shoot the Book est né à Cannes il y a 10 ans, en partenariat avec le Festival de Cannes et le marché du film. Et il y a des secteurs sur lesquels nous pouvons nous permettre de demander aux producteurs de venir à nous. C'est-à-dire qu'on se rencontre aujourd'hui sur un événement comme le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, que les producteurs en fait sont présents naturellement. Donc l'idée était aussi de structurer en fait ces rencontres à travers le programme Shoot the Book. Et je tiens à signaler, à rappeler que avant la collaboration entre la Self et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse sur Shoot the Book, il y avait déjà une initiative il y a quelques années qui était menée
par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse seul, qui s'appelait le MAIS, un grand marché aussi de l'audiovisuel et qui permettait déjà ces rencontres. Donc aujourd'hui, l'idée était plutôt d'associer nos forces pour permettre un événement et de l'intégrer aussi sous le label Shoot the Book qui est maintenant identifié, je l'espère, par les producteurs. Aujourd'hui, comment on accompagne, nous, les éditeurs, sur la rencontre avec les producteurs? C'est très simple, on leur donne des outils. On leur donne des outils qui vont leur permettre de proposer des candidatures d'œuvres à fort potentiel d'adaptation. On va leur donner des outils qui vont permettre la prise de rendez-vous. On est là pour faciliter ces rencontres. Si je peux intervenir sur l'exercice du pitch. Alors, en tant que productrice, c'est très intéressant parce que pour une fois, c'est nous qui sommes séduits ou pas par la présentation. Ça change un peu parce qu'on a plutôt l'habitude de pitcher. Au-delà de ça, c'est vrai que on ressent ça nous permet, l'exercice du pitch nous permet de vraiment voir comment l'éditeur, et du coup j'imagine la discussion qu'il a eue avec l'auteur juste avant, comment il se projette déjà dans l'adaptation. Donc ça nous permet de savoir assez vite si on est raccord ou pas sur ce qu'on voit du livre et ce qu'on projette en film, série ou en produit audiovisuel, quoi. Bien sûr. C'est important. En fait, là, on touche à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'éditeur et on a l'auteur, mais on a aussi l'éditeur en tant que cessionnaire de droit. Voilà. Et donc, l'éditeur va vraiment aborder le livre sous l'angle audiovisuel. Il va justement essayer de parler le même langage que le producteur. Et vous, Aurélie, vous étiez jury sur cet événement Shoot the Book Jeunesse en amont. En quoi ça consistait? Quel type de pitch vous avez reçu? Comment ça s'est passé? Eh bien, je crois que la sélection a été faite avec la Self et le Salon du Livre sur une première sélection ou un appel à candidature, en fait, plutôt. Effectivement, il y a un appel à candidature qui a été lancé à l'intégralité de l'édition française et on a reçu une 60aine de candidatures. Il y a ensuite un premier regard qui a été apporté par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse sur les œuvres sélectionnées. Et puis, on a eu cette chance d'avoir un jury de professionnels de l'audiovisuel qui se sont vraiment penchés dans le détail des candidatures proposées. Et donc, nous, on a eu à lire déjà un pitch, une présentation de chaque œuvre, et avec le prisme de l'adaptation audiovisuelle, donc les références cinématographiques, une présentation résumée du livre, la perception des thématiques, de l'évolution des personnages. Ça, c'était intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu disais aussi, c'est dans une série audiovisuelle, l'interaction entre les personnages, comment ils évoluent, etc. Ça, c'est vraiment de la nourriture pour nous, pour les scénaristes, pour les producteurs sur la série. Et donc, ces fiches récapitulatives sur chacune des œuvres nous ont permis de voir où était le potentiel. Après, on a l'œil aussi, j'espère en tout cas, on est quand même assez exercé à savoir est-ce qu'il y a un public, est-ce qu'il y a un format qui sera adapté à l'œuvre qui est proposée, est-ce que c'est dans l'air du temps, est-ce que ça n'a pas déjà été fait, est-ce que il y a beaucoup de poésie dans la littérature jeunesse, on aime tous ça, on aime tous partager ça avec nos enfants. C'est plus difficile de transposer ça en animation. C'est possible, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du tout de poésie dans l'animation, mais en tout cas, c'est pas aussi courant, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est dans les propositions qu'on a pu recevoir, il y a certaines choses qui ont été écartées parce que c'est moins évident. Voilà. Et il y a eu un véritable engouement de la part du monde du livre jeunesse pour cette proposition. Je crois qu'on a 80 éditeurs, presque 70 producteurs et productrices. Donc vous sentez vraiment l'envie du côté du monde de la littérature jeunesse pour ces projets-là? Oui, tout à fait. Et cette envie, elle répond simplement aussi à une attente, je dirais, de la part des producteurs. L'animation est un secteur très riche et il s'avère que lorsqu'on a des secteurs qui sont aussi vivants, il y a forcément un besoin de contenu. Et donc les éditeurs
ont tout à fait conscience que leurs histoires peuvent être des contenus intéressants pour de l'adaptation. Ça, c'est une évidence. Et je dirais, on a l'histoire au sens large, mais comme le disait Aurélie, on a parfois un segment de l'histoire qui va intéresser un producteur. Donc on peut se concentrer aussi, l'éditeur peut se concentrer sur la présentation d'un personnage ou d'une arène. Voilà, c'est vraiment une histoire commune à réinventer aussi sur la base d'un ouvrage. Quand on parle d'adaptation, on entend des commentaires, des retours qui disent c'était réussi parce que c'était fidèle, j'ai trouvé que ça ressemblait au livre. Mais est-ce qu'on peut être fidèle à 100% ? Tout à l'heure, Astrid, vous en parliez. Parfois, on dit traduire, c'est trahir. Est-ce que adapter, c'est toujours trahir ? Et sinon, qu'est-ce que c'est ? Non, je dirais que c'est vraiment, on me disait, c'est vraiment un autre langage, une autre proposition. Et d'ailleurs, enfin ça, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais on dit souvent qu'il y a un va-et-vient, que les téléspectateurs vont acheter les livres. Et, je suis pas tout à fait sûre. J'ai l'impression qu'on peut adorer une série télé sans forcément se précipiter pour aller chercher les livres. D'ailleurs, nous, dans l'expérience Edmond, je suis pas tout à fait sûre que les ventes aient beaucoup bougé depuis que ça passe à la télé. Hein. Enfin, je dis ça, mais de loin, j'ai l'impression que c'est à peu près le même rythme de vente. Ça a pas. Hein. Et ouais, c'est deux expériences. Et on peut être très bien dans une série de littérature et ne pas avoir envie, comme nous adultes, voilà, on a adoré un livre, on se dit, bah, je n'ai pas spécialement envie de voir l'adaptation. C'est un peu deux mondes, il y a des va-et-vient quand même réguliers souvent, mais ce n'est pas systématique. Et je rebondis juste ce qu'on disait avant sur l'adaptabilité. Il faut qu'il y ait de la matière. C'est vrai que moi, je fais par exemple une autre série dont vous avez parlé, Archibald. Je pense sincèrement que ce n'est pas du tout adaptable en audiovisuel. Donc c'est vrai que Pourquoi ? Parce que en fait, on est autour d'un personnage et voilà, l'idée c'est de s'interroger sur sa vie intérieure, une espèce d'introspection. Il se regarde grandir, il s'interroge sur les relations familiales, sur l'environnement et tout. Bon, déjà, il y a une ligne par page, donc le texte est très ténu. Et puis, il y a une histoire de rythme quand même. L'audiovisuel, c'est normal, c'est ça qu'on cherche. Moi, comme spectatrice, c'est aussi ça. J'aime quand ça bouge, quand il y a de la musique. Hein. Là, je pense que c'est pas adaptable. Et souvent, on en parle avec Alba Michel et on se dit, bon, mais tout n'est pas adaptable en tout cas. Ça, c'est sûr. Et c'est effectivement, il y a une honnêteté quand même de la part de l'éditeur de se dire je présente pas à peu près tout au producteur. Moi, cette série qui par ailleurs marche très bien en librairie, hein, et je pense qu'elle est pas adaptable. Alors qu'Edmond et ses amis, c'est vrai que quand le producteur est venu nous voir, on s'est dit ouais, c'est vrai qu'il y a déjà un groupe, il y a sans doute quelque chose à en faire. Mais non, moi vraiment traduction trahison dans ce domaine-là, je dirais pas ça du tout. Moi, j'ai envie de dire aussi que quand on travaille avec des auteurs, parfois, on a et alors c'est pareil pour nous avec les films qu'on produit et pour les réalisateurs et les auteurs, pareil. C'est nos enfants, nos bébés, on en parle souvent comme ça. Et parfois, on ressent vraiment ça, cette difficulté à rendre ce bébé autonome et qui va découvrir un autre monde, etc. Et je peux comprendre. Et je crois que quand on parle de trahison, c'est, en tout cas côté auteur, je crois que c'est à ça qu'on fait référence. Côté spectateur, c'est une autre expérience. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas du tout la même manière de raconter les choses. Donc c'est difficile de parler de trahison. C'est autre chose. Et je suis aussi d'accord avec toi. Je suis pas sûre qu'on fasse le pont forcément. Oui, sur l'impact sur les ventes de livres, effectivement, il n'est pas forcément naturel et évident. On sait que 30% des œuvres adaptées poursuivent leur cours de vente normal. Donc, ce n'est pas tout à fait naturel, effectivement. En revanche, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que la notoriété d'un livre va souvent mener à une adaptation. Voilà, on sait que l'enfant, le lecteur enfant, est prescripteur et les producteurs en ont tout à fait conscience. Oui, c'est un accélérateur de développement. C'est tout l'intérêt pour nous, producteurs, d'adapter des livres. C'est-à-dire qu'on a un univers déjà construit, soit visuel, soit narratif, soit les deux, des histoires qui existent déjà. Il y a un existant déjà très important, il y a un matériel très important qui fait que pour nous, pour aller à des sessions de pitch, on est déjà très équipés pour présenter un projet, pour présenter une série ou un film, etc. Donc, pour nous, c'est un vrai accélérateur. C'est aussi pour ça qu'effectivement, on est curieux de ce que la littérature jeunesse produit et propose chaque année.
Et dans le monde d'aujourd'hui, les écrans, on le sait, prennent une place de plus en plus importante, notamment face aux livres. Est-ce que c'est les écrans au détriment de la littérature quand on parle de l'adaptation, ou bien est-ce que ça peut aussi être une invitation, une façon d'ouvrir la porte pour des personnes qui ne se sentent pas autorisées à rentrer dans le monde du livre? Astrid, est-ce que ça peut être aussi une façon d'inviter? Deux expériences de l'imaginaire. Et voilà, on peut être lecteur de livres et spectateur et aller au cinéma, mais c'est comme nous adultes, je pense que ça fonctionne pareil. Il n'y en a pas un qui chasse l'autre, je pense. Donc non, pour moi, c'est pas l'un contre l'autre. Et qu'un enfant aime et regarde un dessin animé, c'est super, mais ça ne veut pas dire qu'il va se détourner du livre. Et voilà, après, c'est au rôle les parents, enfin tout un tas de gens de le mener au livre. Mais en tout cas, non, j'ai pas du tout peur que l'audiovisuel et l'animation se signent la mort de l'intérêt de l'enfant pour le livre. Je ne crois pas du tout. Oui, le livre reste aussi une forme de rituel, je pense, dans la jeunesse. Aurélie, vous nous parliez tout à l'heure de la lecture du soir. Je pense que c'est un concept qui traverse les époques et qui perdure. Et aujourd'hui, il suffit d'observer l'engouement des enfants sur le salon du livre et de la presse jeunesse, et je pense que le livre a encore de belles heures à vivre. Vous, Aurélie, est-ce que vous réfléchissez aussi à ce pont entre les deux mondes en tant que productrice? Est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'on va donner envie aux lecteurs de se tourner vers le monde de l'imaginaire sur papier? Alors, c'est pas mon métier, en fait. Tout simplement. Moi, je travaille à ce que ce soit des images animées qui habitent les spectateurs, qui les intéressent, qui les fassent rire. Voilà. Après, les liens, ils sont soit évidents, soit ils ne le sont pas. Mais c'est comme dans n'importe quelle relation de travail, j'ai envie de dire. C'est comme ça, c'est beaucoup une affaire de rencontre. Astrid en parlait très bien tout à l'heure. C'est vrai quand un auteur, un producteur ou un réalisateur se rencontrent, ça se passe très bien. C'est tout de suite plus facile, ça nous permet d'aller plus loin. Après, est-ce qu'on travaille à la notoriété du livre après ? On travaille en bonne intelligence, j'ai envie de dire. On va travailler ensemble à ce que l'un nourrisse l'autre en termes de notoriété, en termes de diffusion. C'est-à-dire que le livre, sur les salons du livre, vont être aussi une occasion de parler de la série ou du film et vice-versa. Enfin, on le voit souvent dans les librairies, le bandeau qui est rajouté en disant l'adaptation, telle série, tel film. Enfin, voilà, ça dépend des rencontres, mais ça peut être une collaboration très fructueuse ou pas. Et ça dépend de l'énergie, du temps et aussi du budget qu'on peut aussi mettre dans ces opérations marketing conjointes. Et ça dépend vraiment de la rencontre entre l'éditeur et le producteur. Merci. C'est déjà la fin de notre discussion, mais avant de se quitter, nous aussi, on a un petit rituel au Social Club. C'est une escapade dans le monde de Beatrice Alemagna, qui est la Grande Ourse 2023. C'est un prix du salon remis pour l'ensemble de son œuvre. À tout de suite, juste après le feuilleton de la Grande Ourse. Cette photo a été prise par une amie à moi qui s'appelle Christine Kieman, qui est une photographe. Et elle me raconte parce que je trouve que c'est un mélange de plusieurs choses. Et je crois qu'elle me raconte parce que je suis ce mélange-là entre la poésie de l'enfance, je dirais, enfin en tout cas ce que j'aime de la poésie de l'enfance, et une partie sombre que je possède. Et puis je l'aime parce que c'est une lassitude. C'était à la fin de toute la séance et elle m'a dit reste un instant, on va faire la toute dernière. Et c'était vraiment la toute dernière d'une après-midi, une très longue après-midi de photos que je devais faire pour le journal Milk. Et là j'ai une fatigue et j'ai l'impression que je parle un peu de la fatigue aussi qui est parfois la mienne, du fait que ce n'est pas toujours pour moi facile de travailler pour les enfants.
Enfin, c'est pas toujours plaisant. Et ces oreilles là, comme ça sur la tête, je trouve qu'il raconte bien ce mélange des sentiments. Merci Béatrice. On se retrouve demain. On la retrouve ici à la fin de notre émission demain pour la suite du feuilleton. Le Social Club, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie mes 3 invités. Merci beaucoup Emeline, Aurélie et Astrid pour vos lumières sur le sujet de l'adaptation. Passez un très bon salon. Merci. Vous pouvez voir et revoir toutes les émissions du Social Club sur slpjplus.tv ainsi que les autres programmes originaux du salon. Parmi eux, vous trouverez La tête dans les images, des vidéos adaptées, des ouvrages d'artistes jeunesse. Cette saison, c'est une plongée dans l'univers des illustrateurs et illustratrices de l'exposition, ici au Salon à Montreuil. Demain, le thème du Social Club sera l'illustration. Rendez-vous à 18h pour une émission spéciale avec la Société du Grand Paris sur les nouvelles stations de métro du Grand Paris illustrées. Le prochain grand plateau de la télé du Salon, c'est à 19h, le live animé par Margot Léridon. Bonne soirée à toutes et à tous.